Si vous demandez au miroir magique qui était la plus belle femme des années 60, il répondra sûrement Sharon Tate. Son histoire commence, comme celle des 60s, par un conte de fées. Mais il n'y aura pas de happy end. Robert Wagner garde-t-il un secret depuis 36 ans sur la mort d'une femme qu'il a épousée 2 fois et que l'Amérique, avec lui, a aimée passionnément. Salut, ça va? Et toi? Bien, très bien, t'as passé de bonnes vacances? Bah, on aurait pu faire mieux, mais... Moi j'ai passé des super vacances, j'ai fait que travailler, bah c'était oui, génial. bah pareil. Hein. Alors qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Once Upon a Time in Hollywood. Le film qu'on attendait tous depuis le Festival de Cannes. Moi ça fait plus longtemps quand même. Hein. Ouais, bon, enfin bref, on l'attendait tous, on dirait même que c'est peut-être le gros blockbuster de l'été. Oui. Vu la pauvreté des films de cet été, C'est vrai que c'est triste je là. pense que c'est peut-être quelque chose qui va peut-être nous faire du bien. Ouais. On envoie la bande-annonce. Moi, c'est Rick Dalton. C'est ma doublure cascade, Cliff Booth. Un acteur est amené à faire tout un tas de choses dangereuses. Qui a commandé les saucisses de Francfort bien grillées? Cliff m'aide à assumer certaines charges. Super ami, on dirait. J'essaye. Qui est-ce qui s'installe à côté de chez moi? C'est moi, Sharon Tate. C'est l'actrice la plus en vue à Hollywood, voire dans le monde entier. Madame? Oh oh. C'est là que ça se gâte. Toutes ces tueries, c'est vraiment mon truc, ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Charlie? Il a dit tuer tout le monde. Comment on fait? On le chope. Il y a une part de réel combat. Si tu le bats pas, c'est lui qui te tue. Sauf quand Rick Dalton sort son fusil de chasse. J'ai une arme de dingue que je vous conseille pas d'avoir aux fesses. Merde. Ouais, non, là, c'est trop chaud. Y a rien à faire contre cette chaleur? Rick, c'est un lance-flamme. Ouais. Alors le meilleur Tarantino pour toi? Eh ben, moi j'ai vu un très grand film. Franchement, je pense que c'est... Alors ça va se mûrir parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film. Je pense que c'est sa pièce maîtresse de sa filmographie. Sincèrement, je pense que c'est un film qui est fait pour les cinéphiles. Oui. Avertis, je dis bien avertis, attention, et je pèse bien mes mots, parce qu'il y a une référence cinématographique pratiquement à tous les plans ou dans tous les univers. Et en plus de ça, je pense qu'il faut aussi un minimum syndical sur l'affaire Tate LaBianca, parce que bon, si vous ne connaissez pas l'histoire de Sharon Tate et de son assassinat avec la secte de Charles Manson, la Manson Family comme on l'appelle, vous allez être complètement largué. Hein. C'est vraiment, il faut avoir un peu... disons que ça peut, vous pouvez le regarder comme un film d'ambiance. Voilà. Qui peut se suivre très agréablement ou pas, selon certains, parce que c'est vrai que des fois, le Tarantino prend son temps, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Il faut dire que la reconstitution de la fin des années 60 est vraiment miraculeuse, elle est magnifique, cette reconstitution. On a vraiment l'impression d'être à Los Angeles dans les années 68-69. Alors moi je l'ai pas connu, mais c'est vrai que c'est assez crédible. Bah, c'est très crédible, quoi. Moi, je me suis même pas aperçu des effets spéciaux. S'il y a des effets spéciaux, on les voit pas. Hein. C'est vraiment. Il y en a quelques-uns. J'ai vu qu'il y avait un directeur des effets spéciaux au générique. Oui, sûrement, parce qu'ils ont dû reconstituer des mais paysages lesquels, ou des. je sais pas. Voilà, mais c'est bluffant. Franchement, ça se voit pas du tout. On n'y va pas pour voir ce genre de choses dans le film. C'est pratiquement parfait, quoi. Moi, ce Voilà. que j'aimerais dire, et c'est là où cette critique, je pense, va être intéressante pour les gens qui vont la regarder, c'est que toi, tu connais énormément ce cinéma-là, ce cinéma de cette époque. Moi, c'est pas du tout mon époque, donc je ne le connais pas du tout. L'affaire dont tu parles, je ne la connaissais pas. Donc, ça crée 2 visions complètement différentes, et tous les deux, on l'a vraiment adoré. Donc, ça montre que n'importe quel public peut l'aimer du moment
que la lenteur du film ne le dérange pas. Ouais, c'est parce que moi j'ai vu beaucoup de gens reprocher au film qu'il était lent et tout, et puis qu'ils ne comprenaient pas trop. Donc les gens, il se passe rien pendant 2h10, voilà. Et t'as 20 minutes où ça bouge un peu à la fin. C'est exceptionnel. Bon, là, on voit arriver le climax, parce que tout laisse à penser en fait que le film va se finir sur le fameux meurtre de Sharon Tate. Et moi je savais pas sur quoi ça allait se finir, parce que je savais pas que ça parlait de ça. Voilà, c'est bien le problème. J'ai regardé aucune bande-annonce, j'ai regardé aucun synopsis, je me suis rien regardé. C'est bien pour ça que quand on commence à regarder le film, il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur le cinéma, parce que ça parle énormément. C'est un film, c'est une ode au cinéma, ce film. Hein. C'est vraiment un message d'amour. Même, je dirais même, on dirait que c'est un remerciement de Tarantino via tous les artistes qui l'ont nourri de ses propres... Ça aurait presque pu être son dernier film au final. Ça aurait pu être un magnifique film testament. Mais bon, c'est le 9e, c'est l'avant-dernier, paraît-il. Ouais. Donc on verra. Ça raconte l'histoire de Rick Dalton, qui est un acteur qui a eu une heure de gloire dans les années... Dans les westerns. Voilà, dans les westerns au début des années 60, et qui se retrouve dans une phase où il est obligé de faire les méchants dans des séries, parce qu'il est un petit peu has-been. Disons qu'il est sur le déclin. Voilà. Et on le voit en fait errer dans un Los Angeles qui est en pleine mutation en termes de cinéma, de musique et tout ça, qui est dans la période Flower Power. Avec son cascadeur. Avec son meilleur ami, le cascadeur Cliff Booth, qui le suit, qui le sert un peu d'homme de main et d'homme à tout faire. Voilà. Qui pour moi est un des meilleurs personnages du film. Cliff Booth moi, j'avoue que j'ai un faible... Petit coup de cœur là. Alors, moi je veux dire que si Leonardo DiCaprio mérite un Oscar, c'est pour ce film. Oui, quoi. parce que Revenant... Franchement, DiCaprio, pour moi, là dans ce film, c'est le meilleur rôle de sa vie. Le moment où il tourne cette scène, où il s'énerve, où il s'arrête, où il se... Dans la caravane. Voilà. Oui, mais même avant. Il est un peu bonné dans le film. Mais c'est incroyable. Mais il est touchant. On dirait qu'il y a 3 jeux d'acteurs. Il y a le jeu d'acteur pour le film, le jeu d'acteur dans le film et le jeu d'acteur qui est dans le film en plus du film. Oui. Enfin, c'est incroyable. Le mec, il joue 3 jeux d'acteurs dans le même film. Mais il est extraordinaire. Moi, je trouve que dans ce film, DiCaprio, il pulvérise tous les jeux d'acteurs à lui tout seul. Il y a une magnifique scène dans la caravane où il se parle à lui-même, qui est, je pense, elle est poignante. Elle est poignante, et puis elle est d'anthologie. Il y en a une autre qui m'a marqué avec lui, c'est quand il parle à la petite fille. Oui, alors ça aussi. Celle-là, elle m'a beaucoup... Je sais pas pourquoi, elle m'a beaucoup marqué. C'est l'hommage Disney de Tarantino, cette scène-là, c'est l'hommage Disney de Tarantino à... C'est vrai. Dans le film, quoi. Même là, on peut pas échapper à Disney. C'est-à-dire que... Mais en même temps, tout le monde crie sur Disney, mais on peut pas leur... C'est quand même des monstres. Le Disney de cette époque-là, c'est pas le Disney d'aujourd'hui. Là, c'était encore le Disney... Aujourd'hui, ils se perdent un peu, je pense. Que c'était le Disney gouverné déjà par le vrai Walt Disney. Oui, déjà. Et en fait, on sent que cette petite fille, c'est un peu comment dirais-je, le mouchou. C'est un peu l'archétype disneyen, en fait. Le mouchou, le Jiminy Cricket, qui est le petit animal qui parle, qui a une seconde conscience de Leonardo DiCaprio, quoi, du héros, quoi, en fait. Complètement. Donc c'est assez intéressant. Et il fait même carrément une référence à Disney, parce qu'elle est en train de lire un livre sur Walt Disney. Voilà. Donc on comprend qu'il y a une espèce de sens, en fait, à tout ça. Totalement. Et en contrepartie, on voit aussi l'histoire d'une jeune femme, une jeune actrice, toute naïve. Toute belle, voilà, magnifique. Ah oui, mais elle, de toute façon... Sharon Tate, qui est interprétée par Margot Robbie. Aïe. Bon, alors physiquement, par contre, c'est le gros défaut du film, c'est que les acteurs qui ont vraiment existé, ça, à part Bruce Lee, ça fonctionne pas beaucoup. Ils ressemblent pas, mais moi, comme je les ai pas connus, je m'en fous. Voilà. Puis Margot Robbie. Parce qu'en plus, il fait une scène où on voit Margot Robbie qui est en train de se regarder, en train de jouer dans le film avec j'adore cette scène. Dean Martin. On voit la vraie Sharon Tate. Oui, on voit bien qu'il voilà, il y a un problème. Bon, on sent que c'est pas le souci principal du réalisateur. Mais non, il s'en fout. C'est tout Tarantino, ça. Hein. Pareil avec Steve McQueen. C'est vrai. C'est pas du tout le Steve McQueen. Moi qui connais parfaitement l'acteur, sa carrière et même sa vie perso, parce que je me suis intéressé sur le sujet, la caricature qu'il en fait dans le film, c'est une caricature, c'est pas du tout l'acteur. Mais bon, voilà. Donc ce film, c'est une... comment dirais-je, avant qu'on passe à la partie spoiler, c'est un hommage au cinéma. C'est un hommage à plein de films, je pense, à des acteurs bien précis, les cible pratiquement pendant tout le film. En fait, on a l'impression qu'il essaie de faire une vengeance sur ce qui s'est passé, sur ce meurtre qui symbolise en fait la fin des années 60. Complètement. Et cette ère où, soi-disant, tout le monde était heureux, enfin voilà, le Flower Power, c'est tout ce que ça implique. Et qui a cassé tout ça, quoi, avec... les contes de hippies. Les contes de hippies, avec la guerre du Vietnam. Voilà, c'est quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là. Donc, avant de passer à la catégorie spoil, je veux vraiment rajouter que, même si je l'ai un peu dit au début, que ceux qui ne connaissent pas ce cinéma-là, s'inquiètent pas. Si vous aimez le cinéma de Tarantino et que les longueurs ne vous dérangent pas, le film est très agréable. Ça fait 2h40, mais bon, c'est quand même du très bon cinéma. Je me suis régalé. Il y a suffisamment de scènes pour vous accrocher ou pour vous réveiller de temps en temps pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. La trame du film, en fait, elle est en second plan. Elle n'existe presque pas. Ce sont les références, le message d'amour de Tarantino envers ce cinéma qui passe en premier plan. On pourrait presque dire que le film était égoïste.
Oui, mais bon, il est émouvant, il est touchant, et quand on a tout ça en background, ça donne vraiment une autre perception du film, quoi. Moi, je l'ai vu sur plusieurs niveaux, et en fait, je regardais le film, donc je suivais la trame des personnages, et en même temps, je n'arrêtais pas de voyager, de me rappeler telle ou telle série, tel ou tel film, telle chose que j'avais vu dans mon enfance, dans des émissions comme Croque Vacances et tout, Mort ou Vif avec Steve McQueen et tout ça. Donc il y a plein de choses qui me sont revenues, un peu exactement comme lui a dû vivre ou faire en écrivant son scénario. Ouais, je comprends. Et ça m'a fait voyager. J'ai été, pendant 2h40, j'ai vécu un moment fabuleux, quoi. Donc, Bon, on va passer au spoil. Voilà, parce que là, j'en peux plus. Là. Allez, passons au spoil. Allez, spoiler. Je pense, en fait, finalement, que l'acteur Rick Dalton, c'est un peu un mélange de deux acteurs. Hein. Un hommage à Steve McQueen et à Burt Reynolds. Steve McQueen, si vous voulez, par le biais de la série Wanted Dead or Alive, qui est donc chasseur de primes, en fait, dans ce film-là. Clint Eastwood aussi. Clint Eastwood aussi, parce que Rick Dalton se retrouve dans la situation où il doit aller tourner en Italie, exactement comme Clint Eastwood. C'était aussi pour sauver sa carrière ? Disons que c'est à un moment donné où sa carrière n'allait pas plus loin. Okay. Il était en train de tourner Rawhide, une série qui était un peu analogue à Wanted Dead or Alive, et qui en fait il voulait passer au cinéma, mais bon, il n'y arrivait pas forcément. Donc on lui a proposé d'aller tourner avec Sergio Leone en Italie, exactement ce qui arrive à Rick Dalton dans le film. C'est vrai. Donc déjà c'est une référence énorme, quoi. Ouais. On a des références sur le frelon vert. Quand Cliff Booth se bat avec Bruce Lee, c'est sur le tournage du frelon vert. Ah oui, d'accord. Voilà, donc excellente cette scène. Il interprète Kato à ce moment-là, Bruce Lee. Oui, d'accord. Donc, maintenant que tu le dis. On est en coulisses pendant un tournage d'un épisode, et voilà, il se combattent tous les deux, Bruce Lee et Brad Pitt, un combat qui a fait mourir de rire la salle. Il est génial. Et je veux dire, la carrosserie s'en souvient encore. Je comprends que la famille de Bruce Lee, elle est mal prise. Disons que Bruce Lee, chaque fois qu'on le voit en interview, pour un con quand même. Hein. Je comprends un peu la façon dont il a voulu le transcrire. C'est vrai que quand il parlait dans une interview, Bruce Lee était assez arrogant. Steve McQueen, now he is good in that department because that son of a gun got the toughness in him. Yeah. Ah ouais. C'était quelqu'un qui voulait enseigner quelque chose, donc il avait un peu cette espèce de façon de parler très hautaine, mais c'était quelqu'un qui était adorable dans le fond, hein, sa famille et ses proches. Oui, je me doute. Puis il a eu une vie qui n'était pas facile non plus, Bruce Lee, hein, il a quand même vécu des choses assez dures. Ouais. Donc bon, il pouvait se permettre d'essayer d'y arriver avec l'ambition qui le caractérise. En fait, c'est un peu comme les faces d'une seule et même pièce. Vous avez d'un côté la face Sharon Tate, qui est une actrice qui est en pleine ascension, qui est en devenir et qui va devenir une star. Et de l'autre côté, l'autre face, vous avez Rick Dalton qui lui est sur le déclin et qui essaye de s'en sortir. Voilà. Je te dirais même mieux, il y a la toute petite qui veut en devenir et l'autre, il la casse dans son élan presque. Et la petite, il lui raconte en fait ce que devient finalement un artiste au fur et à mesure. À travers le livre qu'il est en train de lire. La petite qui, tout à l'heure, on disait qu'était la Mouchou, Disney. La Jiminy Cricket. C'est pour ça que je crois que cette scène m'a touché, c'est-à-dire que lui, il a vécu ça et il se rend compte à quel point ça fait souffrir le déclin et d'une certaine façon, il essaie de la protéger maladroitement. Mais, oui, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il est extraordinaire dans ce film. DiCaprio passe de plusieurs états, de façon totalement extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est The DiCaprio dans ce film. C'est le must. Ah oui, bien mieux que dans The Revenant. Ah oui, largement. Que j'ai pas trop aimé d'ailleurs. C'est une autre approche. Il est à la fois intelligent et des fois il est bené dans le film. Enfin, il passe par des tas de. C'est un être humain, quoi. Des tas d'étapes, quoi. C'est un vrai être humain. Exactement. C'est crédible. Et il a aussi ce côté hautain qui le rend sympathique. C'est qu'à un moment donné, il se la pète grave, même s'il est complètement has-been. Quand il pète un cap face au hippie à la fin avec sa robe de chambre, il est ridicule. Elle est géniale. La scène est géniale, quoi. Elle est géniale. On en revient donc aux références. Il y a des plans où vous avez la statue du Faucon Maltais. À un moment donné, je crois qu'il y a un personnage qui va dans une librairie. En premier plan, vous avez la statuette. Voilà, c'est bourré de choses comme ça. Le film est plein de choses qui nous rappellent des films, des séries, même la musique ou des émissions. Il y a plein de choses. Il y a James Stacey qui est joué par Timothy Olyphant dans le film, qui est un acteur qui a vraiment existé, qui a failli exploser internationalement dans le cinéma, mais sa carrière ne s'est pas faite exactement. Donc ça aussi, c'est aussi un rappel du personnage Rick Dalton. Et ce qui s'amuse aussi, c'est-à-dire il rend hommage à certains acteurs comme Steve McQueen, qui est très clairement une de ses inspirations dans le film, mais ça ne l'empêche pas de mettre quand même le vrai Steve McQueen dans le film et de le faire intervenir pour expliquer un peu la situation entre les différents acteurs, quoi. Comme quasiment tous les acteurs, il a fait ça. Oui, mais c'est ce qui est bizarre, c'est qu'il les utilise à certains moments du film et après il en fait des références en les appelant différemment. C'est ça que par exemple Sergio Leone, ça devient Sergio Corbucci en fait. C'est ça. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. Il joue avec les différents éléments. Je trouve que c'est intelligent au final. C'est un amoureux du cinéma. Parce que grâce donc à ça, il en joue.
grâce à ça, il a pu se permettre la fin qui était totalement Alors pas réaliste. la fin, en fait, elle est complètement dans le ton, parce que comme il joue avec la fiction, qui joue là avec la fiction et la réalité, ben à la fin, forcément, alors là, c'est la deuxième partie, enfin c'est une partie qui est différente, je dirais, de l'hommage au cinéma. C'est voilà, il utilise une affaire criminelle très célèbre pour faire la même chose, quoi. Voilà, pour prendre sa revanche quand même sur ce qu'il aurait aimé qu'il se moi, passe. je dirais, moi, je serais carrément Roman Polanski. Franchement, j'apprécierais vraiment beaucoup ce qu'il a fait avec la fin de ce film, quoi. Ouais, je comprends. C'est une vengeance qui est humaine et en plus qui est universelle, parce qu'à l'unisson, nous, tous les spectateurs qui vont voir ce film, on va apprécier ça. Ouais. On va trouver ça génial. Et on va se dire, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les protagonistes, quand tu es Sharon Tate, sont encore en vie. Hein. Ils sont pas morts. Donc, Ils sont pas morts. C'est des gens qui... Ils sont en tôle au moins. Et je crois, oui, qu'ils sont en tôle. Mais Tex Watson ou Susan Atkins et tout ça, ils sont en tôle. Et même les dialogues sont hyper drôles. Exactement. À la fin, quand il y a le voisin qui arrive. Non, ça fonctionne. Mais je me pissais dessus. Je pense qu'elle est croquante maintenant. Ah non, mais... Quand vous allez entendre ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'était parfait. Et il y a cette scène, en fait, où il y a Jesse Briggs, qui est joué par Emile Hirsch dans le film. Bon, Jesse Briggs fait 2 tailles de plus que l'acteur, mais bon, ça, c'est un détail. Pas grave. Mais voilà, c'était un coiffeur et tout ça. Et qu'on le voit à Sportail en train de parler avec Rick Dalton, on se dit... Mais c'est magnifique en fait cette scène. On voit que l'histoire change et elle change comme elle aurait dû l'être. Enfin, au final, il va boire un verre chez eux. Et je trouve touchant. Voilà, ce Sharon Tate à la fin qui prend Rick Dalton dans ses bras parce qu'elle l'adore, parce que c'est un acteur qu'elle a adoré. Et je trouve ça génial. C'est quelque chose. C'est en fait comme si les deux faces de cette pièce à la fin étaient unies pour justement passer ce message. C'est un genre de... Alors je dirais c'est peut-être pas le mot adéquat, mais un genre de pardon, tu vois. De se dire, ça a existé, cette scène-là. Il est peut-être temps, malheureusement, depuis des années que c'est passé, de peut-être passer à autre chose. Faire le deuil avec ça. Faire un deuil. Il aurait pu finir avec ce plan et mettre amour du cinéma, voilà, mon amour, ma lettre, mon hommage à l'amour du cinéma, ou mon hommage au cinéma, enfin bon, tout ce que vous voulez. Après, on aura tous un hommage différent, mais c'est l'hommage de Tarantino et à une époque, touchant. Au cinéma, et à des acteurs qu'il a aimés, à des séries qu'il a aimées, à des films qu'il a aimés, à une musique qu'il a aimée. Et surtout, on sent en fait tout ce qui a inspiré ces films, surtout ces films de western, du genre Django Unchained, du genre Les 8 salopards. On comprend ses références, dans toute sa filmo, quoi. En fait, je crois que ce film explique en plus de ça toute sa filmographie. Ouais. Tout ce qu'il a été lui. C'est comme tu disais, c'est un peu une œuvre testamentaire, je pense, sur tout son cinéma. Ouais, il aurait dû la faire un dernier au final. Une bonne conclusion. C'est un testament de son propre cinéma, de ses propres amours. Un testament non testamentaire. Voilà. Qui est son avant-dernier film. Et aussi toutes les références qui sont propres à son propre cinéma, Tarantino. Il y a le paquet de cigarettes Red Apple qu'on voit dans tous ses films. Il y a la voiture qui a servi aussi pour Pulp Fiction, la Cadillac blanche que conduit Cliff Booth, qui appartient à DiCaprio, mais que Cliff Booth conduit. C'est une voiture qu'on voit dans Reservoir Dogs. Ah, dans Reservoir Dogs. Ouais. Donc en fait, il y a plein de choses qu'il utilise dans ses films. Les pieds des femmes, il aime bien faire ce truc. Bon, les pieds des femmes, on en bouffe pendant tout le film, notamment par la fille d'Andy McDowell qui joue Pussycat dans le film. On en bouffe, mais pas autant que dans Boulevard de la Mort quand même. Mais il y a beaucoup de références à ces films, mais c'est très léger. C'est-à-dire que si on ne connaît pas ces films par cœur, ça se voit pas du tout. Vous pouvez passer à côté complet. C'est pas attention référence Tarantino, c'est vraiment ça passe très rapidement. C'est-à-dire c'est à peu près le seul truc que j'ai vu parce que je les ai vus récemment. Tarantino fait comme si vous aviez vu tous ses films et que forcément celui-là vous deviez absolument reconnaître en fait les clins d'œil qu'il va faire. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est vrai. Donc revenons-en à l'affaire Sharon Tate. Donc à la fin, on a cette vengeance qui est magnifique où les deux personnages interviennent dans le massacre qui aurait dû avoir lieu, mais qui n'a pas lieu parce que en fait les hippies, ces cons de hippies vont chez DiCaprio au lieu d'aller chez Sharon Tate. C'est ça. Et alors qu'est-ce qu'ils prennent dans la grave, quoi. C'est génial. Ils se font défoncer comme il dit. Il y a longtemps que j'ai pas entendu une salle de cinéma rire de bon cœur disons comme que c'est jouissif parce que on sait ce qu'ils ont fait à la Sharon Tate. Ou même quand on le sait pas. Ou à la famille LaBianca parce qu'on parle de Sharon Tate, mais 2 jours après c'était la famille LaBianca qui s'est fait assassiner et dans des conditions horribles de la même façon. C'est vrai. Donc forcément là quand on a ces scènes et puis le fait que DiCaprio utilise ce lance-flamme, à la fin, c'est l'apothéose, quoi. Vous avez un peu le truc orgasmique à la fin. C'est vraiment... Enfin, cette scène finale est... Elle est royale. Elle est très Tarantino. Ouais, c'est du Tarantino et ça fonctionne à mort. Et on se dit pas c'est violent ou pas, on dit juste... on s'en fout. On applaudit parce on s'en fout. Ça m'a fait penser peut-être même à la scène finale de Boulevard de la Mort où
tu t'attends pas à ce qu'ils prennent aussi Ouais, cher. avec un peu plus de profondeur, mais oui, c'est Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. d'un coup, bah, ça part dans tous les sens. un excès de violence comme. Et là, on s'aperçoit en fait que dans cette scène, il y a des tas de petites scènes où on se dit mais pourquoi on nous montre l'autre en train Oui. de faire la bouffe pour son chien. Pour son chien, Là, on des trucs comprend en comme ça. fait pourquoi à la fin. Chaque petite scène a son importance. Ça, ouais, c'est des choses qui reviennent et qui ont une fonction à la fin du Ouais. film. Non, totalement. Et ce qui en fait un film pas si lent et si stupide que ça. Tout est utile dans ce film. Je pense qu'il faut finir le film une fois pour pouvoir le regarder le deuxième mais il fois. se digère. Moi, je vous l'apprécier. avouerai, on est à 3 jours de ma première vision du film Ouais. et je suis encore dedans. C'est-à-dire Et que je suis ouais. encore en train de penser au film. Ouais. Ce film, et c'est rare et c'est pour ça que je pense que c'est un grand film, c'est que pour moi, les grands films, on peut rester dedans à se poser des questions ou à penser à des choses qu'on a vues longtemps après. Moi, je suis encore dans Once Upon a Time. Et ouais, comme je j'aime comprends. beaucoup la période, j'aime beaucoup le cinéma, comme vous pouvez vous en douter, et ben ça me, ça me plaît. Voilà, je suis là, j'ai envie de me revoir tous les Wanted Dead or Alive. Ouais. J'ai envie de me voir Kato en train de faire des cascades et tout ça. Donc, voilà. C'est parce que t'as cette nostalgie aussi. Ben oui, puis Parce que c'est ce que c'était tu regardais, c'était du très bon je sais pas cinéma. quel âge t'avais d'ailleurs à l'époque, mais. C'était du très bon cinéma. Moi, j'avoue, quand il y a une ressortie de La Grande Évasion ou de Bullitt, là, il y a le 4K qui est en ce moment. J'attends qu'une chose, c'est bien sûr. d'avoir ces formats-là, quoi. C'est mon cinéma, c'est avec ça que j'ai grandi. C'est ça, ouais, je comprends. C'est des choses qui me touchent personnellement. Je comprends. Alors que moi, ma génération, c'est Harry Potter, c'est Seigneur des Anneaux. tu vois. Ça a son charme aussi, mais voilà, c'est des choses qu'il faut chaque génération. Et il faut que chaque génération, surtout, apprenne à se rappeler de ces générations-là aussi. Ouais. Et c'est ça qui est je comprends. important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bon, j'aime le cinéma, j'ai grandi avec Harry Potter, mais le cinéma ne commence pas avec Harry Potter. Ah Voilà. non, bien non. Et aussi, j'aimerais parler du personnage de Brad Pitt au final, qui lui, son personnage, il n'a pas de boulot, mais il est heureux. Et j'aime bien cette philosophie de vie Il aussi. est badass complet. C'est vraiment le. Il est un peu hippie, Il quoi. est dans bah cette- ouais, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il va vers cette fille qui l'attire, quoi. Complètement. D'une Donc- certaine façon, je l'ai trouvé. Je trouvais que ce personnage qui était au centre, parce que pour moi il était au centre de l'histoire, Brad Pitt, t'avais DiCaprio, Margot Robbie et Brad Et Pitt, alors, le personnage. qui liait un peu tout. Le personnage de Brad Pitt, lui, il est directement inspiré du cascadeur qui était super pote avec Steve McQueen, qui s'appelait Bud Atkins, Oui, bah oui. qui a fait la fameuse cascade de la Grande Évasion où il saute par-dessus les barbelés Mhm. et la poursuite en voiture de Bullitt. On la voit d'ailleurs dans le film, non? Non, on voit la Grande Évasion. En fait. La Grande Évasion, voilà. ils À un moment donné, il met la flèche, c'est moi. Je sais pas. Voilà, non, ouais. c'est l'autre là. C'est ça. Et c'est pour ça que Steve McQueen est plus qu'important dans le film parce que tout est C'est hommage ça. autour de cet acteur-là. Il y a Sharon Tate, mais il y a beaucoup Steve McQueen aussi. Ce cascadeur, justement, qui a fait les cascades de Steve McQueen, longtemps on a attribué ces cascades à Steve McQueen, mais non, c'est Ouais. son copain qui avait fait les cascades. Et C'est c'est un clair. peu ce qui est aussi raconté dans ce film-là. Je crois que c'est un des plus gros castings de. Puis de alors le Tarantino. casting, Un Pacino, des plus on beaux commence, il y a castings. Pacino qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui C'est est là, vrai, hein. qui joue un producteur. C'est vrai. Burt Reynolds devait jouer dans le film. Mhm. Malheureusement, il est décédé. Il devait jouer le rôle de Spawn, le chef du ranch où il y avait les studios de cinéma qui accueillent la famille Manson, Ouais. et qui est joué par Bruce Dern, qu'on a vu Celui dans de Nevada. L'aveugle, tu parles. Voilà, Oui, c'est qui avait ça. joué dans Nevada, Je l'ai pas reconnu, tu vois. qui est papa de Laura Dern. Je l'ai même pas Voilà. reconnu, tu vois. donc. Donc c'est lui qui a remplacé On le voit tellement peu que. Burt Reynolds pour ce rôle-là. Un personnage qui a vraiment existé. Spawn était vraiment, comment dirais-je, le propriétaire du ranch, et il a permis à la famille Manson de s'installer justement en échange Ouais. de plusieurs services. On les énumérera pas tous parce qu'il y en a qui sont un peu graveleux. Et j'ai vu au générique qu'il y avait Tim Ross qui a été retiré. Oui, alors au il y a montage. Tim Ross, Il a été coupé au Michael montage. Madsen a été réinséré par rapport à la version qui a été vue à Cannes Oui, parce que lui, on en l'a mois de vu. mai, parce qu'on le voit dans le film. Il y a James Marsden aussi qui devait jouer Burt Reynolds, qui a été retiré. D'accord. En fait, il y a plusieurs montages. comment Il y a déjà s'appelle, 2 montages du film. Celui qui a joué dans Boulevard de la Mort, le méchant. Kurt Russell. Voilà. Bah, lui, on Kurt le Russell, voit. là c'est la référence directe, qui fait le responsable des cascades sur le frelon vert. Oui. D'ailleurs, C'est Zoé Bell, la cascadeuse et amie de Tarantino, Ouais. qui fait le rôle de la femme, De la femme de l'autre, et là. qui joue dans le boulevard de la mort aussi. Elle joue qui? Et elle est celle qui est sur la voiture et tout ça, sur le capot de la voiture. Ah putain, C'est oui. Zoé Bell, voilà. Donc encore une fois, référence De à toute façon, son il propre adore, film. il adore reprendre ses acteurs. Et ce qui m'a touché aussi, c'est au final le post-mortem de Luc Perry. Oui, qui est En dans ce son moment, dernier bon, film. Excusez-moi, j'ai un peu honte. Hein, je suis en train de me faire Riverdale. Oui. Et ça, Il joue le papa. ça me touche à chaque Ouais. fois que je le vois parce que je me dis, tiens, tu te rends compte, il a joué ça quasiment avant sa mort. Mais c'est pas un mauvais acteur, en plus, bon, Ah, moi, je l'adore. il a tourné dans pas mal de séries, c'est le fameux Dylan de Beverly Hills, C'est ça. mais il a joué aussi dans le 5e élément au début. Ouais. Aziz, Lumière. Et j'ai failli Donc, pas le reconnaître hein, dans le film. Oui, mais bon, moi À un aussi. moment donné, j'ai entendu Ah, la il- voix, je me suis dit, putain, Alors, il c'est Luc interprète Perry. aussi un acteur qui a vraiment existé, Luc Perry. Oui, dans je ce me film. doute. Je me doute. Bon, enfin, il y a plein de références à des. Mais bon,
c'est un beau dernier film au final. C'est un très beau dernier film. Bon, il n'a pas un grand rôle. Non, mais il il assez était. anecdotique, mais il était là. J'aimerais bien avoir mon nom dans un casting de Tarantino. Surtout celui-là, parce que je pense qu'avec le temps, celui-là va devenir vraiment Totalement. le must tarantinesque existant en termes de film. Parce que c'est un grand film, je pense. Et je suis même étonné qu'il n'ait rien eu à Cannes. Parce que, bon, il a eu cette ovation, mais... Alors, je vais être très honnête, je pense qu'il y a un certain boycott au niveau de Tarantino. Bon, il a peut-être déjà eu c'est la mode. Oui, non, mais c'est la mode de ne pas aimer Tarantino, tu sais. Bah là, parce que ça fait bien de ne pas aimer quelque chose. Là, c'est la mode à la con, parce qu'il a fait un très grand film. Et ouais. Moi, il y a des films de Tarantino que j'apprécie moins. Bah, je suis pas d'accord avec toi, par exemple, sur le Boulevard de la Mort. J'aime moins. Et moi, très j'ai préféré la version Rodriguez, le film. En enfer. Non, la Planète Terreur. Ah, Planète Terreur. J'ai préféré celui-là, Boulevard de la Mort. Je trouvais qu'il allait plus dans le fun. Bon, après, j'adore Pulp Fiction, j'adore Reservoir Dogs. Je me suis maté encore hier soir. Moi, j'ai bien aimé le côté road trip de Boulevard de la Mort. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, mais je sais pas, j'ai bien aimé. Chacun prend dans la filmographie. Et bizarrement, le film de Tarantino qui, pour moi, j'ai le moins aimé. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais film, très très loin de là, c'est un très bon film. Mais celui que j'ai le moins aimé et je vais me faire démolir, c'est Reservoir Dogs. Ah, pourtant, c'est celui qu'il a. Alors, Reservoir Dogs, il s'est inspiré directement de City on Fire, un film chinois. Oui. Donc, tu vois, on en revient encore. Kill Bill qui s'est inspiré d'un autre aussi. Exactement. Il a fait beaucoup pour le cinéma asiatique, Tarantino. Enfin, le cinéma chinois ou japonais. Mais voilà, il a été beaucoup quelqu'un qui a relancé aussi la mode du cinéma asiatique. C'est vrai. Donc, pour nous, au final. Je passais un très très bon moment. Voilà. J'avais un peu peur au début, je t'avoue, quand j'y suis allé, je me suis dit, je sais pas. Et pour moi, c'est tout simplement un très grand film, je dirais, c'est une œuvre majeure et c'est certainement le meilleur film de Tarantino. Pour l'instant, pour moi, c'est mon numéro 1 cette année. Ça restera Pulp Fiction, mais c'est très chacun son trip. Mais c'est un très bon film. Bon, voilà, à la prochaine, on se verra pour un autre film. Bon, à la rentrée, privée. Je sais pas, peut-être tu vas me contredire, je pense que ce sera pour Hitch chapitre 2. Oui, tout à fait. Parce que moi, c'est un des films que j'attends le plus. Moi aussi, voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche. On le dit jamais, mais on devrait le dire. Parce on devrait le dire, et puis on s'excuse entre guillemets pour l'absence du mois de l'été. On travaille dans a eu beaucoup de boulot. Voilà, on travaille dans un milieu où on travaille beaucoup l'été, du coup. Et puis il y a eu des petites complications. Et puis ça nous permet de faire une saison 2, parce que tout le monde fait des saisons. Ça fait un arrêt, exactement. Voilà. Salut à tous, à bientôt.